Et bienvenue sur notre chaîne, où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants, alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par une scène d'une femme astronaute qui flotte dans l'espace entourée par le vide. Ensuite on se retrouve dans un endroit connu sous le nom de la ville spatiale, et on voit la même fille nommée Aris préparant ses affaires et disant à sa mère qu'elle sera absente pendant 5 jours. Et on apprend qu'elle se rend sur une planète nommée Msepa. À l'aéroport, la jeune fille aide une vieille femme à préparer ses affaires, mais un voleur à moto s'empare soudain de son sac et s'enfuit. Heureusement, un homme portant des chaussures anti-gravité parvient à l'attraper et le battre. Mais le robot de patrouille le confond avec un criminel et le met en état d'arrestation. Après cela, elle va rencontrer un groupe de 6 étudiants qui ont été choisis au hasard pour l'accompagner dans un camp spatial pour passer 5 jours ensemble. Et leurs professeurs les déposeront sur la planète et repartiront immédiatement après. L'un des professeurs présente Phoenicia Raffaelli, la sœur de Kiteri qui n'a que 10 ans et qui les accompagnait dans ce camp. Soudain, le 8e étudiant arrive et semble être le même garçon qui a attrapé le voleur et qui s'appelle Kanata. Après cela, il se dirige vers le vaisseau spatial et on les voit porter des combinaisons spéciales et apprendre à se connaître. Kanata se rappelle un souvenir où il parlait à son professeur, l'informant qu'il n'irait plus dans l'espace parce qu'il voulait se concentrer sur le sport. Mais son professeur lui demande de tout expérimenter avant de prendre une telle décision, affirmant qu'il peut atteindre le ciel et au-delà. De retour au présent, on voit Aris s'approcher du garçon pour lui exprimer sa gratitude pour avoir tenté de la sauver. Et elle lui donne une mandarine gelée en guise de remerciement. Il s'assoit ensuite pour prendre une tasse de thé et parler de leurs rêves et de leur ambition. Le garçon révèle qu'il veut posséder un vaisseau et explorer l'espace et les étoiles. C'est pourquoi il s'est porté volontaire pour être le capitaine de cette expédition comme premier pas. Le vaisseau atterrit finalement sur la planète Msepa et repart juste après avoir déposé les élèves. Les enfants se dirigent vers le pavillon, mais ils remarquent soudain une sphère noire bizarre qui ressemble à une mini-planète. L'une des élèves décide de la toucher mais elle se fait avaler. Et la scène devient rapidement horrifiante car la boule commence à avaler les autres élèves les uns après les autres. Après cette scène, on se retrouve dans l'un des souvenirs de Kanata, où lui et 3 de ses camarades de classe en plus de son professeur exploraient la montagne. Mais le ciel s'est soudainement assombri et une violente tempête s'est abattue sur eux, entraînant l'un des élèves à glisser dangereusement au bord d'une falaise. Alors leur professeur s'était lancé pour le sauver, mais il a accidentellement perdu l'équilibre et il est tombé avant que personne ne puisse lui prêter main forte. De retour au présent, les élèves se retrouvent en train de flotter dans l'espace. Heureusement, ils trouvent un vaisseau spatial et se précipitent vers lui. Ils parviennent à ouvrir la porte et à entrer en toute sécurité. Mais se rendent compte que Aris a disparu, ce qui nous amène à la première scène qu'on a vue au début de la vidéo. Kanata et les autres n'ont pas assez de carburant dans leur combinaison pour la rejoindre, mais ils décident de prendre un pari audacieux et d'utiliser un fil métallique qui se trouvait dans le vaisseau pour y rester attaché pendant qu'il rejoint Aris. Malgré les efforts de Kanata pour atteindre Aris, il se trouve dans l'incapacité de le faire en raison de la longueur insuffisante de la corde. Et cet échec à la sauver lui rappelle le douloureux souvenir de la perte de son professeur. Alors il décide courageusement de prendre un risque audacieux en relâchant la corde et met tout en jeu. Il a réussi à attraper Aris et ensemble ils tentent de rejoindre le vaisseau, mais ils échouent et la situation se détériore à chaque instant. Heureusement, les autres élèves forment une chaîne humaine et parviennent à atteindre les 2 autres élèves et à les mettre en sécurité. Plus tard, au bord du vaisseau, la jeune fille remercie chaleureusement Kanata de lui avoir sauvé la vie. Il commence alors à réfléchir à une solution. Notre héros prend le commandement de l'équipe et annonce que le communicateur du vaisseau est en panne, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas informer l'école de leur position. Mais ce qui aggrave la situation, c'est qu'ils réalisent qu'ils ne sont même pas proches de la planète Msepa, et qu'ils sont à 5012 années-lumière de chez eux, autrement dit qu'ils sont perdus dans les profondeurs de l'espace. Zack est le seul élève à posséder une licence de vaisseau spatial. Après avoir consulté les statistiques du vaisseau, il les informe qu'il leur faudra au moins 3 mois pour rentrer chez eux. La situation semble désespérée, surtout lorsqu'ils savent qu'ils ont assez de nourriture et d'eau pour seulement 3 jours de voyage. Mais avant qu'ils ne paniquent, Kanata leur raconte son histoire et comment il a survécu avec ses amis après la mort de leur professeur, ce qui les inspire à tenir le coup jusqu'à la fin. Ils commencent à se présenter un par un et on fait la connaissance de Luka qui est un artiste, Charcé qui est bon en biologie, l'étudiante très timide nommée Yonoa qui dit qu'elle n'est bonne à rien, et enfin Holger. Après cela, Zack suggère de visiter une planète qui n'est qu'à 3 jours loin d'eux, afin de réapprovisionner et de continuer à visiter différentes planètes jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maison. Après avoir calculé toutes les possibilités, ils comprennent qu'ils ne doivent visiter que 5 planètes. Ils prennent donc leur place et décident de nommer le vaisseau Astra avant de commencer cette aventure inattendue. Après 4 jours, Astra atteint la première planète, nommée Villavure, et les élèves sortent enfin du vaisseau pour l'explorer. Ils sont surpris de voir des créatures ressemblant à des dragons voler dans le ciel. Katana leur ordonne de se séparer et donne à chaque groupe une mission. Il leur indique ensuite les types de nourriture qu'ils doivent trouver et ceux qu'ils doivent éviter. Au bout d'un moment, ils découvrent des créatures de l'espace et des plantes inhabituelles qui ressemblent à des trampolines, et on les voit profiter de la vue magnifique et apprécier la beauté de la nature. Plus tard, alors qu'ils poursuivent leur recherche de nourriture, la sphère spatiale réapparaît à nouveau, mais cette fois-ci, ils parviennent à l'éviter et retourner avec succès au vaisseau. Là, ils commencent à réfléchir à une solution et la raison pour laquelle cette sphère continue d'apparaître. Soudain, Kanata panique et commence à manger goulûment.
Alors Kiteri perd le contrôle d'elle-même et le traite d'inutile. Ensuite, elle embarrasse Phoenicia en lui disant qu'elle n'est pas sa vraie sœur et elle quitte la table tout de suite après. Les membres de l'équipe sont à sa recherche dans la forêt avant la tombée de la nuit et pendant ce temps, Zack révèle qu'il est son ami d'enfance. Il déclare que Kiteri n'a pas de père et que sa mère est un médecin très occupé et qu'elle n'a jamais été là pour elle pendant son enfance. C'est pourquoi des soignants l'ont élevé et l'ont rendu égoïste et incapable de se comporter avec les gens. Des années plus tard, sa mère lui a amené une sœur d'un orphelinat. La fillette de 10 ans révèle qu'elle aime sa sœur et qu'elle est heureuse de l'avoir dans sa vie. Alors que le soleil se couche, l'équipe remarque que Phony est coincé au sommet d'un arbre de trampoline parce qu'il a changé de forme de façon inattendue. Kiteri surgit de nulle part pour sauver sa sœur. Et ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est l'apparition d'un énorme monstre volant qui a l'intention de dévorer la jeune fille. Une fois de plus, Katana risque sa vie en sautant d'un arbre de trampoline à l'autre, en surprenant ses amis par ses grandes capacités physiques dans une course contre la montre pour sauver la jeune fille avant que le monstre ne l'attaque. Mais la créature volante parvient à l'attraper et on les voit s'envoler. Heureusement, le garçon trouve une lance au sommet d'un arbre. Il l'utilise instinctivement pour tuer le dragon et sauver la fille. Puis à l'aide des fleurs parachutes, ils parviennent à atterrir en toute sécurité et les deux sœurs sont réunies. Les élèves sont impressionnés par la souplesse de Katana qui explique alors que son père, qui était un athlète de classe mondiale, l'a entraîné et lui a imposé ses rêves sans lui demander quels étaient les siens. Mais son professeur l'a sauvé et a découvert sa passion pour l'exploration spatiale, l'a développé et l'a libéré de la terreur de son père. C'est pourquoi ils se sont contrariés parce qu'il n'a pas pu le sauver. Plus tard, Zack informe Katana que le communicateur a été délibérément détruit. Katana tente alors de découvrir le coupable en surveillant les actions de chacun, mais elle se méfie de tous et ne parvient pas à découvrir le véritable motif derrière tout cela. D'autre part, la jeune fille de 10 ans leur raconte son histoire et comment elle a entendu un homme avec des lunettes de soleil parler d'une expédition spatiale et l'élimination de certaines personnes. Cette nouvelle choque les élèves et en faisant les liens entre les deux, ils réalisent qu'ils n'ont pas été choisis au hasard, mais délibérément pour être tués dans l'espace. Ils se demandent qui était cet homme à lunettes, et Ulgar révèle que son père est le vice-principal de leur école, mais qu'il n'est pas sûr qu'il soit impliqué dans cette affaire. Katana et Zack décident d'informer le reste de l'équipage de l'existence du communicateur, ce qui les pousse à croire qu'ils sont dans l'espace pour être tués à tout prix, et à faire croire à un accident de camping. Les élèves ignorent les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait les voir morts tous en même temps. Soudain, le vaisseau est frappé par des cailloux spatiaux volants, ce qui provoque des problèmes de gravité. L'équipage parvient rapidement à réparer le trou, mais Charcey annonce une nouvelle urgence après avoir réalisé que Astra est tiré vers une autre planète voisine et qu'ils n'ont que 9 minutes pour agir avant l'explosion. Kanata est incapable de trouver une solution et abandonne, mais Harris révèle l'existence d'un générateur près de la réserve de nourriture. Elle suggère donc de connecter un câble de ce générateur au contrôleur de gravité afin de le remettre sous tension et de résoudre le problème. On les voit donc s'efforcer d'y parvenir, mais de façon inattendue, une créature ressemblant à un oiseau s'est introduite dans le vaisseau et empêche le générateur de gravité de fonctionner correctement. Ulgar arrive à temps avec un pistolet à colle et parvient à tirer sur l'oiseau pour l'empêcher de bouger, ce qui permet au vaisseau d'atterrir paisiblement sur la nouvelle planète et d'éviter de justesse l'explosion. Les membres de l'équipe sont tous heureux et on apprend que Ulgar cache un pistolet dans sa chambre pour des raisons inconnues. La planète sur laquelle ils ont atterri s'appelle Shomur, c'est la deuxième planète de leur voyage. Ils décident de sortir comme prévu pour collecter la nourriture et l'eau pour leur prochain voyage, mais ils remarquent que certaines parties du sol sont molles et pelucheuses. Ensuite, ils testent la comestibilité de certaines plantes à l'aide d'un appareil et finissent par trouver une fleur très savoureuse. Et même le cactus est plein d'eau, ce qui ajoute à la vue imprenable qu'ils sont en train de vivre. Soudain, ils commencent à sentir une mauvaise odeur, et le garçon intelligent Charcey comprend rapidement que la mousse d'une plante voisine semble se nourrir des carcasses d'animaux. Et après avoir analysé un cadavre, ils se rendent compte de l'existence d'herbivores, ce qui implique l'existence de carnivores également. Soudain, Phoenicia arrive avec un nouvel ami, qui est une créature qu'ils n'ont jamais vue auparavant. L'équipage se lie rapidement avec elle et sa famille, et on les voit profiter d'une balade sur leur dos, et Phony a décidé de les appeler groupies. Après cela, le capitaine semble très heureux et ils ont réussi à collecter des tonnes de nourriture. Cependant, ils réalisent rapidement que les fleurs de bonbons se détériorent à une vitesse inhabituelle et qu'elles ne peuvent pas être stockées. Le capitaine est déterminé à rester jusqu'à ce qu'il collecte la quantité de nourriture voulue et à respecter le plan quel que soit le temps que cela prendra. Le lendemain matin, ils se réveillent et trouvent une lettre de Yunua dans laquelle elle leur demande de la laisser sur cette planète. Les élèves partent à sa recherche de peur qu'elle ne fasse quelque chose de mal et Katana parvient à la localiser. Elle révèle qu'elle a toujours eu honte de s'exprimer parce que sa mère l'a élevée dans l'idée que c'était quelque chose de honteux. Sa mère l'a forcée à se présenter d'une certaine manière et l'a toujours gardée dans les coulisses, ce qui l'a poussée à réprimer sa propre individualité. D'autre part, les autres membres de l'équipe sont inquiets et décident de retourner au vaisseau parce que la température a commencé à baisser. Soudain, une plante commence à répandre ses grains toxiques et provoque l'évanouissement de tout le monde, y compris les groupies. Et Charcey se rend compte que l'arbre est gouverné par les champignons et que c'est la stratégie qu'il utilise pour survivre en mangeant ce qu'il chasse, en utilisant le pollen toxique. D'un autre côté, Kanata et la jeune fille timide se sentent à l'aise et discutent ensemble. Soudain, l'un des groupies tombe devant eux et comme ils portent leur casque, ils ne peuvent pas se rendre compte que c'est à cause du pollen empoisonné.
Il pense donc qu'il s'agit simplement d'un épuisement et donne à la créature une fleur jaune qui l'aide à reprendre l'énergie. Heureusement, Charcey parvient à les contacter et leur demande de garder leur casque et se précipiter à leur emplacement avant qu'il ne soit trop tard. Les membres empoisonnés sont amenés sur le vaisseau où Kitri essaye de trouver une solution, mais rien ne marche. Soudain, Yunoa réalise que les symptômes sont similaires à ceux qu'ils ont vus sur le groupe et auparavant. Elle demande donc à Kanata d'apporter plus de fleurs jaunes du même endroit. Le garçon se précipite pour trouver les fleurs, la laissant s'occuper d'autres soucis, et on la voit utiliser sa voix pour la première fois sans avoir honte, afin de guérir les autres membres de l'équipage. À la fin de la journée, tous les deux ont réussi à aider leurs amis et sont tous sains et saufs. Sur la deuxième planète, l'équipage a réussi à survivre après une situation mortelle grâce à Yohana et Kanata, et à l'intérieur du vaisseau, on voit Aris dire à Yohana à quel point sa voix est belle. Et ils apprennent que sa mère est la célèbre chanteuse Lucy Lam, et ses mots chaleureux l'ont fait sentir bien et détendu. Le lendemain, les enfants repartent chercher de la nourriture et de l'eau grâce à l'appareil de comestibilité. Ils découvrent des champignons géants comestibles et parviennent à se réapprovisionner. Le soir, Yohana prend un peu de courage et demande à Luka de lui couper les cheveux, ce qui nous permet de voir sa nouvelle apparence remarquable qui attire instantanément l'attention de tous les garçons du vaisseau, qui tombent tous amoureux d'elle. Pendant ce temps sur Terre, les 8 élèves sont considérés comme disparus, et leurs parents ignorent où ils se trouvent, même l'école qui les a envoyés ne leur donne pas d'informations. Le vice-président de leur lycée, qui est aussi le père d'Ulgar, s'adresse aux parents et insiste qu'ils fassent une déclaration judiciaire de disparition pour leur enfant disparu. Plus d'un mois s'est écoulé et les parents ont commencé à accepter la possibilité que leur enfant soit mort. Cependant, contrairement aux autres personnes présentes dans la salle, la mère d'Aris, Emma, s'oppose à la déclaration judiciaire de disparition. Elle pense même qu'ils sont peut-être perdus dans l'espace, mais cela leur coûterait une fortune d'envoyer une équipe de recherche dans l'espace et ne peuvent tout simplement pas se permettre. Même le père de Luka, qui est sénateur, semble avoir renoncé à retrouver son fils et n'a pas proposé d'aide financière. Il s'avère qu'il n'a pas pu se joindre à la réunion des parents car c'est le jour du prélèvement de son ADN. De retour à nos héros qui sont arrivés sur une planète qu'ils ont choisi de nommer Paradis, on les voit s'amuser sur une plage à couper le souffle. Luka refuse de nager et préfère rester à la plage pendant que Ulgar décide de chasser quelques oiseaux pour se réapprovisionner. Fonoussia et Charcey reviennent aussi avec un panier plein de fruits et sont tous comestibles. Les élèves terminent leur journée avec un délicieux repas et une bonne discussion. Le lendemain, Ulgar continue de faire des progrès dans la chasse aux oiseaux et les garçons remarquent que Luka est capable de créer facilement des liens personnels avec tout le monde et Ulgar en particulier semble le préférer aux autres. Plus tard, alors qu'ils pêchent tous les deux, ils apprennent à se connaître et Ulgar, pour une raison ou une autre, semble stupéfait d'apprendre que le père de Luka est un politicien. Plus tard, alors que les élèves sont en train de dîner et de profiter du fascinant coucher de soleil, Ulgar se présente en pointant un vrai pistolet sur la tête de Luka. Kanata est choqué et pense qu'il est l'ennemi qu'il recherche depuis tout ce temps et celui qui les a amenés ici. Cependant, il déclare qu'il n'est pas le traître mais qu'il a poursuivi le père de Luka pendant des années en essayant de le tuer. Ulgar avait un frère de 5 ans plus âgé que lui et bien que tout le monde l'aimait, il avait tendance à négliger Ulgar. Mais cela n'affectait pas le jeune frère en raison de sa personnalité dure et son plaisir d'être seul. Cependant, contrairement à tout le monde, son frère le traitait différemment et était le seul à l'aimer et le traiter gentiment. Son frère est devenu journaliste et s'est attaqué aux politiciens et aux grandes entreprises pour dénoncer leurs sales affaires. Et c'est ce qui lui a coûté la vie aux mains du père de Luka. Et la police a injustement conclu à un suicide. Le garçon au chapeau s'est entraîné au tir avec un pistolet d'entraînement et s'est senti tellement détendu qu'il s'est fixé un objectif de se venger de l'homme qui a pris la vie de son frère attentionné. Et maintenant c'est l'occasion pour Ulgar de se venger et de tuer le fils aîné du sinistre Marco Esposito. Cependant, Luka les choque en révélant qu'il n'est pas l'héritier de la famille Esposito et que son frère est celui à qui son père veut transmettre son pouvoir. Parce qu'il a été adopté, c'est pourquoi le tuer ne changera rien pour son père. Ulgar se rend compte que Luka et lui vivent les mêmes difficultés et Katana comprend que le discorde avec leurs parents est le point en commun des élèves. Soudain, un énorme tsunami frappe l'île. Le groupe parvient à atteindre le vaisseau, mais les deux Luka et Ulgar échouent. Zack essaye de voler le plus près possible de la surface pour les retrouver, et par chance le fils du politicien réussit à attraper Ulgar et à s'accrocher à lui alors qu'il se balance à un arbre. Mais Ulgar se rend compte que l'arbre ne supportera pas leur poids longtemps et se sacrifie en disant aux garçons d'aller se sauver, sachant qu'un seul d'entre eux peut survivre. Heureusement, Katana saute juste à temps et lui sauve la vie. Plus tard, Luka s'excuse auprès de Luka et du reste de l'équipe, mais cet incident a renforcé leurs liens et sont tous heureux de se connaître encore plus. Zack interrompt leur moment de bonheur et dit qu'Ulgar a peut-être été tué pour d'autres raisons que la simple révélation de la corruption d'un politicien. Ce qui signifie qu'il a peut-être trouvé quelque chose de plus important et de plus grave que le financement de campagnes électorales et que cela peut être lié à la raison pour laquelle ils se sont perdus dans l'espace. Et à partir de maintenant, ils vont commencer à enquêter sur le sujet. Ulgar a changé positivement et il est devenu plus ouvert avec eux, ce qui est très bien. Plus tard, alors que les élèves discutent, Charcey prétend être un élève de biologie, mais Aris est incapable de reconnaître son visage, ce qui lui paraît étrange car elle a une mémoire très vive et se souvient de tous les visages de ses camarades de classe. De plus, elle est certaine que Charcey n'était présent dans aucun de ses cours de biologie, ce qui l'amène à penser qu'il cache quelque chose.
Harris le confronte et il révèle qu'il est un élève transféré qui est entré dans l'école 3 jours avant le camp. Alors il lui demande d'en dire plus sur sa vie privée. Le garçon répond qu'il n'a pas parlé de son transfert pour éviter de parler de sa famille. Et il se trouve qu'il est un noble de la seule partie du monde où il existe des rois et des nobles. Une ville appelée Vixia, et avant d'entrer à l'école on lui a dit de ne pas en parler. Il les amène ensuite dans un flashback pour leur parler de son royaume, la seule nation autorisée à maintenir la royauté au pouvoir. Il décrit la vie dans ce royaume comme idyllique où tout le monde s'intéresse à la science et la connaissance. Un endroit considéré comme une destination touristique populaire, cependant la zone centrale est entourée de murs, et elle est strictement interdite aux touristes et aux citoyens ordinaires et c'est là que les nobles comme lui vivent. Dans son enfance, il avait une amie nommée Seira qui était une citoyenne du peuple et ils passaient du temps ensemble dans les quartiers des citoyens. Mais un jour, il a pris le risque de l'inviter dans les quartiers des nobles. Il l'a amené voir les bâtiments mais les gardes l'ont attrapé et l'ont accidentellement poussé, la faisant tomber d'une autre tour. Elle a réussi à survivre mais n'a pas réouvert les yeux et reste dans un état comateux. Le garçon lui rend des visites tous les jours pendant 4 ans, mais il ne se réveillait pas et ses parents ont quitté le royaume sans lui dire où. Et juste après, il a quitté le royaume lui aussi. Il voulait prendre un nouveau départ et laisser derrière lui son sombre passé, c'est pourquoi il a caché sa véritable identité. Cette histoire très touchante leur fait verser des larmes pour Charcé, et alors que Harris l'aide à préparer du thé, il lui avoue que Seira lui ressemble parfaitement. Avec tant de pensées et d'idées, l'équipage approche à la 4e planète qui, selon Zack, est une zone de mort, sans eau et avec un soleil qui ne se couche jamais. Alors qu'il atteigne la planète, il remarque des oiseaux volants et continue d'explorer la planète depuis le ciel, jusqu'à ce qu'une plante carnivore les attaque de façon inattendue. Il parvient à se libérer mais avec des dégâts importants. Après l'atterrissage, Zack examine tout et révèle que le vaisseau Astra ne peut pas voler, et comme ils n'ont pas les outils de réparation nécessaires, ils ne pourront pas le réparer non plus. Kanata tente de garder son calme et ordonne à l'équipage de commencer à chercher de la nourriture, car ils doivent encore survivre sur cette planète. Peu après, ils parviennent à trouver une source d'eau comestible et ils vont donc remplir le réservoir d'eau du vaisseau. Kitty commence à perdre espoir, Zack essaie de la calmer et lui faire comprendre qu'ils doivent parier sur la faible chance que quelqu'un vienne explorer cette planète et les sauver. Soudain, ils reçoivent un appel de Charcé leur annonçant qu'il a trouvé un autre vaisseau Astra, beaucoup plus abîmé avec d'autres pièces endommagées. Les garçons y entrent et se rendent compte qu'il a la même structure interne que leur vaisseau et ils trouvent rapidement un message de quelqu'un qui veut leur aide. Zack réalise immédiatement que quelqu'un se trouve à l'intérieur du dispositif d'hibernation. Le trio s'y précipite et découvre qu'il est activé depuis 12 ans, alors qu'Anata décide de réveiller celui qui dort à l'intérieur. En ouvrant la capsule, une femme blonde sort. Au bout d'un moment, elle se présente comme étant Paulina, une astronaute qui se rendait sur une autre planète avec son équipage, mais qui a dû faire un atterrissage d'urgence sur cette planète à cause de dysfonctionnement dans le vaisseau il y a 12 ans. Et tout comme nos héros, leur vaisseau a été attaqué par les mêmes plantes, et ils ont atterri en urgence sur la même falaise que celle où il avait trouvé le vaisseau. Malheureusement, les membres de l'équipage ne sont jamais revenus après avoir quitté le vaisseau pour explorer la planète, c'est pourquoi elle est entrée dans le dispositif d'hibernation. Kanata demande à Paulina quel était leur objectif mais elle n'arrive pas à s'en souvenir. Cependant, après un certain temps, elle se souvient qu'il avait pour mission de localiser des planètes habitables pour y installer des êtres humains. Et pour la faire sourire un peu, Harris la surprend en lui révélant qu'ils se sont retrouvés dans l'espace sans objectif, ce qui signifie qu'ils ne sont pas en position de supériorité par rapport à elle. Le fait qu'elle soit sauvée est un miracle, mais Kanata dit explicitement que leur vaisseau est également cassé et qu'il y a une forte probabilité qu'ils soient coincés sur cette planète pour une période indéfinie. En entendant cela, la dame s'évanouit à nouveau, ce qui est compréhensible après 12 ans de sommeil. Les élèves ne perdent pas de temps et commencent à réfléchir à la façon de réparer le vaisseau, et Zack réalise la possibilité de relier les blocs fonctionnels des deux vaisseaux pour faire fonctionner l'un d'entre eux. Et en effet, ils parviennent à faire fonctionner le vaisseau Astra. De l'autre côté, Johanna choque Paulina en lui annonçant qu'on est en 2063. L'astronaute se met à pleurer de désespoir et semble être très confuse, si bien que la jeune étudiante décide de la laisser seule pendant 1 minute. Les élèves recommencent à chercher de la nourriture avant de s'envoler pour une autre planète, et Charcé est très heureux de leur dire que la plupart des plantes carnivores sont comestibles. Ensuite, on voit Kitty qui s'efforce d'attraper les plantes en mouvement en les recouvrant d'un tissu noir pour bloquer leur photosynthèse. Alors Zack la rejoint et lui prépare une tasse de thé aux champignons. Ils s'assoient ensuite pour parler de leurs rêves et pour la première fois, Zack se confie sur sa vie. Les deux partagent la même chose et ils ont grandi avec 2 parents célibataires très occupés qui n'ont jamais eu le temps de s'occuper de leur enfant. Zack se souvient que son père a jeté ses dessins et qu'il a grandi en croyant que son père ne l'aimait pas, et que le travail qu'il faisait l'avait transformé et avait fait de lui une poupée sans émotion. C'est pourquoi le garçon ne veut pas suivre la voie de son père et ne pense qu'à explorer l'espace après avoir terminé ses études. Kitty n'est pas heureuse non plus et révèle que son rêve n'est pas de devenir médecin comme le voulait sa mère, mais de devenir la femme de Zack, et étonnamment Zack révèle qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Plus tard, Kanata et les autres membres de l'équipage se rendent à l'endroit où les coéquipiers de Paulina ont perdu le contact, espérant y trouver quelque chose. En sortant du vaisseau, ils aperçoivent immédiatement le rover des astronautes et commencent à l'inspecter dans l'espoir de trouver des indices, mais soudain des plantes carnivores émergent du sol et commencent à les attaquer.
Paulina refuse de s'enfuir et se fige après avoir remarqué le collier d'une de ses coéquipiers sur la plante. Alors Zack la prend avec lui pendant que Kanata saute pour lui rapporter ce précieux souvenir. Le lendemain, le vaisseau Astra quitte la planète de la mort et se dirige vers ce qui est censé être la dernière planète. En chemin et après avoir donné du sang à Paulina, Kiteri remarque qu'elle et sa sœur adoptive ont exactement le même groupe sanguin, ce qui est scientifiquement impossible, alors Zack propose de vérifier leur ADN. Le soir, le garçon est en état de choc après avoir réalisé que Kiteri et Funi ne partagent pas seulement le même type de sang, mais qu'elles sont la même personne. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.